peut passer au prochain intervenant, qui est Jean-Baptiste Quin, maître de conférence en philologie computationnelle au Centre Jean Mabillon de l'École nationale des Chartes. Il coordonne le cluster 7 ensemble avec Bruno Bon et Laurence Merlin. Et il va nous présenter les nouvelles ressources qui existent pour l'analyse computationnelle des textes. Je suis professeur invité, toujours en philologie computationnelle, mais à Venise, au Centre d'Humanité numérique de l'Université Ca' Foscari, même si bien sûr je reste toujours en lien avec l'école. Donc je vais vous parler de réflexion autour d'un centre de ressources pour l'analyse computationnelle des textes. Et j'ai intitulé cette présentation « Une philologie centrée sur les données », notamment parce que, avant de me précipiter sur la question des matériaux, des outillages, de l'ingénierie documentaire ou de l'analyse computationnelle de textes, et de ce que ça peut apporter plus largement à la communauté, je voudrais faire un petit peu un pas de recul pour réfléchir un peu à pourquoi est-ce qu'on fait ça, et quel sens ça a de réaliser ce type, de se lancer dans ce type d'entreprise, dans ce qui est des sciences du texte et de la philologie. Alors, en un sens, donc je peux parler de philologie orientée vers les données. La philologie, bien sûr, a toujours été quelque part orientée vers les données, au sens où il ne s'agit pas d'une entreprise purement abstraite de réflexion théorique détachée du monde, mais bien d'une discipline qui s'intéresse à des objets très concrets, qui ont une matérialité. Et bien sûr, je ne vous apprends pas du tout ça, qui sont les manuscrits, qui sont d'abord des objets auxquels on peut s'intéresser d'un point de vue presque archéologique, avant d'être des contenants pour une pensée et des textes. Donc les données sont vraiment un aspect important. Bien sûr, la philologie n'est pas qu'une question de données, c'est aussi une question de modèles et de théories abstraites. Plus abstraite en tout cas, et il y a toujours eu cette composante dans la réflexion philologique depuis au moins le 19e siècle, qui est celle de cette tentative de modéliser, de représenter l'évolution, la transmission des textes via notamment ces représentations abstraites que sont ou ces schématisations que sont les stémata. Il y a aussi une très riche réflexion théorique autour de cette question de la transmission des textes. Donc, bon, je ne reviens pas en détail sur l'histoire longue de cette partie de modélisation qui est moins notre objet aujourd'hui. Simplement, je voulais rappeler que finalement la philologie a cela de commun avec la linguistique et la biologie, que c'est une science évolutionnaire qui essaye d'articuler d'un côté la collecte de données, l'observation de textes et leur analyse traditionnelle ou computationnelle, avec une réflexion plus abstraite de modélisation sur cette transmission de ces textes, et avec des modèles qui sont en partie les mêmes, qui sont celui de la généalogie, de l'arbre généalogique, et une pensée qui tourne autour de la variation, de la mutation, de la variante, qu'on retrouve aussi bien en biologie, en philologie ou en linguistique. Alors pourquoi je parle de tout ça? Simplement pour rappeler que, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'à mon sens, la philologie doit marcher sur ses deux jambes, une jambe plutôt théorique et une jambe, on va dire, tournée vers les données, qui part des sources qui sont disponibles pour en extraire des données, pour les formaliser ensuite et les soumettre à des analyses qui vont permettre d'obtenir des résultats à confronter aux hypothèses et aux modèles qu'on pourrait avoir par ailleurs pour arriver à une connaissance plus grande de ces phénomènes de transmission des textes. Ceci étant posé, je voudrais en venir à mon deuxième point préliminaire, qui est cette question du déluge de données et de comment le naviguer. Question un petit peu centrale aujourd'hui. Alors ce concept de data déluge, il n'est pas nouveau, il commence à avoir déjà une quinzaine d'années, puisqu'il a été formalisé par Jim Gray en 2007. C'est l'idée que de plus en plus, on passe dans une situation où on est progressivement soumis à une explosion, à une croissance complètement exponentielle du volume de données qui est disponible pour nous. Je pourrais vous prendre l'exemple des documents disponibles sur Gallica, qui en
Donc en 91, on commence avec un document pour arriver à... Ça, c'est le web, où on commence avec un site web en 91 pour arriver à 1 million de sites web en 97 et puis 200 millions aujourd'hui. Ça vaut aussi pour une bibliothèque numérique comme Gallica, où on commence avec un petit nombre de documents, 2500, et puis vous voyez cette croissance qui nous amène jusqu'à 8 millions de documents disponibles aujourd'hui. Donc la question se pose, devant ce flot d'informations, comment on fait pour en tirer un sens? Est-ce qu'on peut encore manipuler et traiter ce type de volume, sachant qu'il s'agit pour partie d'images, pour partie de texte, ou des deux. Là, voici quelques statistiques sur, par exemple, toujours l'exemple de Gallica, sur la présence ou non de couches texte, et on voit que de plus en plus, donc, là encore, je ne l'apprends pas à ça aux collègues qui travaillent sur l'OCR et l'HTR qui sont présents. De plus en plus, on tend à ajouter des couches texte aux manuscrits et aux imprimés anciens, et que donc on va encore continuer à augmenter et à faire croître exponentiellement la quantité de données textuelles qu'on doit manipuler. Même si la question de la qualité de ces couches texte demeure encore un enjeu, y compris pour les périodes plus anciennes. Donc, comment fait-on pour faire sens de ces vastes masses de données qui sont mises à disposition? Alors, ça pose par ricochet une autre question qui est à quoi servent encore les éditions de texte? À partir du moment où on peut rendre disponible massivement des facsimilés numériques de manuscrits avec des couches texte, à quoi servent encore les éditions? Est-ce qu'il y a encore besoin de transcrire, d'éditer patiemment des textes? Et la réponse à ça, que je voudrais proposer, puis qui va peut-être motiver ce que je vais vous présenter ensuite, c'est que oui, il y a encore un sens à produire des éditions, tant que ce ne sont pas simplement des fournitures il ne s'agit pas simplement de fournir un texte de lecture, mais de fournir là, plutôt des instruments problématisés de connaissances de tradition textuelle, et puis de fournir des ensembles de données qui ne sont pas juste des données textuelles brutes, mais qui reflètent un travail d'analyse, d'interprétation, d'enrichissement du texte avec l'ajout de strates supplémentaires d'informations au-delà du texte brut. Et c'est ceci étant posé que j'en viens au cœur de mon sujet du jour, à savoir les questions de chaînes de traitement destinées à ce traitement computationnel des données textuelles et notamment à l'enrichissement des données. Alors, ce que je vous présente ici pour commencer cette partie, c'est une vue de ce que peut être une chaîne de traitement. Sur un plan là un petit peu conceptuel, je n'ai pas mis de nom d'outil vraiment, il s'agit plutôt de se représenter les différentes étapes. Une chaîne de traitement qui vise à articuler l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour la production de corpus textuels enrichis. Alors je ne reviens pas sur les premières étapes qui ont déjà été abondamment évoquées, qui ne sont pas mon sujet aujourd'hui, telles que la récupération d'images, l'acquisition automatique du texte, mais je vais m'intéresser aux étapes qui viennent après cette étape du texte brut, extrait via l'HTR par exemple de documents anciens, et à cette étape d'enrichissement, donc normalisation, d'enrichissement du texte, et de collation assistée par éventuellement de collation d'alignement de différentes versions d'un même texte. Et puis je parlerai aussi à la fin un petit peu d'exploitation scientifique, notamment quantitative de ces données. Alors, à quoi ça consiste tout d'abord cette étape de normalisation et d'enrichissement? Concrètement, il s'agit de partir d'un texte tel qu'on peut le récupérer dans une couche OCR ou HTR sur un document ancien et de fournir une série d'informations supplémentaires. Donc voilà un exemple en ancien français. Vous verrez que j'ai surtout pris des exemples en ancien français qui est mon domaine d'origine. Donc un petit morceau d'une phrase à leur vie raconter et décrire, écrite avec un système graphique cherchant à refléter celui du manuscrit, tel que peut le faire un modèle d'HTR, disons, graphématique, et avec une segmentation qui n'est pas la segmentation moderne, avec un emploi d'allographes, de signes abréviatifs, propre à une copie médiévale donnée. Et donc cette idée d'enrichissement peut consister à ajouter des strates qui correspondent à ce que l'on fait d'ailleurs généralement quand on fait un travail traditionnel d'édition, l'ajout d'informations telles que des normalisations sur différents niveaux. Donc sur un premier niveau, une normalisation de la segmentation, c'est-à-dire réussir à retrouver
les mots linguistiques dans notre sens moderne à partir de cette phrase. Donc réussir à trancher à leur vie en 3 unités, 3 tokens différents. Ensuite, normaliser certaines variantes de forme, par exemple les lettres ramistes, instaurer la distinction UV-IJ phonétique et non plus graphique, résoudre les abréviations. Vous avez ici un het tyronien barré qu'on peut normaliser en het ET. Et puis ensuite, encore d'ajouter d'autres strates d'information telles qu'une lématisation, c'est-à-dire faire correspondre à chaque forme fléchie une entrée canonique une forme canonique d'entrée de dictionnaire, tout en disambiguisant les formes homographes. Par exemple, il s'agit de rattacher VIES au lemme VI1, c'est-à-dire celui qui correspond au substantif désignant le résultat de l'action de vivre, si vous voulez. Et ensuite, ajout d'étiquettes qui peuvent être des étiquettes linguistiques telles que des parties du discours, reconnaître les noms communs, les déterminants, les infinitifs, les conjonctions de coordination, reconnaître la morphologie, etc. Puis on peut encore imaginer beaucoup d'autres informations qui peuvent être intéressantes d'ajouter, de strates supplémentaires. Là, je m'attache à celles-ci qui sont peut-être plus fondamentales, mais ensuite on a d'autres utilisations possibles qui se fondent en général sur ces premières annotations, telles que la reconnaissance des entités nommées, ou encore plus loin, la reconnaissance de la syntaxe, ou des annotations de type plus littéraire, la reconnaissance de motifs, de sujets, de topic modeling, etc. Pour aller de l'image du manuscrit à un texte normalisé et enrichi tel que je l'ai présenté, différents chemins sont possibles. On peut imaginer, c'est d'ailleurs ce qui est pratiqué dans certains projets d'HTR, un moteur d'HTR qui fasse un peu tout le travail et qui soit entraîné et cherche à reproduire en sortie un texte avec normalisation des abréviations, rétablissement de la segmentation moderne et instauration de la distinction des lettres ramistes, etc. Où on peut essayer de garder trace de toutes ces différentes étapes en ayant une série d'étapes distinctes, avec un outillage distinct pour chacune de ces étapes et un enregistrement des états intermédiaires de la transformation, quelque chose qui maximise l'information textuelle qu'on conserve à la fin, ce qui peut être utile dans certains cas, notamment si on s'intéresse pas uniquement à un texte normalisé, mais qu'on s'intéresse au système graphique et qu'on veut aller au-delà de simplement l'obtention de quelque chose de relativement standard. Il y a aussi une question d'efficacité, laquelle de ces deux approches est la plus efficace, qui est quelque chose sur lequel je ne peux pas vous donner de réponse vraiment purement univoque pour le moment, c'est quelque chose sur lequel on est en train de faire quelques recherches. Il est possible que l'efficacité, en termes tout simplement de taux d'erreur de ces deux chaînes, puisse varier en fonction des langues, et que par exemple une langue qui connaît moins de variations régionales comme le latin soit plus facile à traiter en résolution directe que l'ancien français, où le même signe abréviatif peut être résolu de plein de manières différentes et connaître plein de normalisations différentes selon la région d'origine du manuscrit et la scripta dans laquelle il se trouve écrit. Pour ce qui est d'une approche qui décompose les différentes étapes, ce que je vais vous présenter, c'est une partie d'une chaîne de traitement qu'on avait initialement conçue avec tout d'abord mon collègue Thibaut Cléris et Ariane Pinch à l'occasion d'un papier en 2019, avec une série d'outils visant à résoudre ces questions de la segmentation, de la résolution des abréviations et de la lématisation. Alors, le premier outil qui est un outil qui s'appelle Boudams, qui a été développé par Thibaut, justement, est un outil qui cherche à passer d'une segmentation médiévale à une segmentation normalisée moderne. Donc, comme tous les outils que je vais vous présenter, c'est un outil de deep learning qui se fonde sur des réseaux de neurones et sur un apprentissage en contexte, c'est-à-dire à partir de corpus annotés, avec cette dynamique où plus on a de corpus annotés, plus on a de bons modèles, et plus on a de bons modèles, plus il devient facile de noter des corpus supplémentaires. Là encore, la question des données est vraiment centrale.
Donc, grosso modo, Boudams, comment ça marche? Je passe sur les détails techniques, mais l'idée est que vous avez en entrée une chaîne de texte qui correspond à la segmentation du manuscrit, avec des espaces qui sont ceux du manuscrit, mais qui ne sont pas forcément à l'endroit où on les mettrait nous, les absences d'espace à d'autres endroits, et le réseau de neurones cherche à prédire quels espaces il faut supprimer, donc les espaces médiévaux qui n'ont plus lieu d'être dans la segmentation moderne, et quels espaces il faut insérer pour segmenter et différencier les mots. Alors, voilà pour cet outil. À l'heure actuelle, on a des résultats qui sont variables selon les langues. Le corpus latin est plus facile à traiter que le corpus français. Pour les modèles de langue dont on dispose pour le moment, on va en ajouter d'autres au fur et à mesure. Le corpus latin est plus facile. Pourquoi? Parce que déjà, on a la patrologie latine comme matériau d'entraînement. Donc, on a un corpus absolument titanesque dont on peut seulement rêver pour l'ancien français. Et parce que aussi, oui, il y a probablement moins de variations graphiques. Donc, ce qui explique que finalement, Boudams réussit à réinsérer les espaces au bon endroit et réussit à retrouver plus de 99% des mots selon l'usage moderne, là où le modèle de l'ancien français, lui, n'arrive que vers 97% des mots. Étape suivante, celle de la normalisation. Donc là encore, comme je le disais, il s'agit de normaliser les allographes, réinstaurer les lettres ramistes, il peut s'agir de développer les abréviations, voire même, pourquoi pas, on peut imaginer d'entraîner des modèles dont le rôle soit de standardiser la graphie. Donc aligner des textes latins médiévaux sur une graphie latine standard de dictionnaire. Pourquoi pas le faire pour l'ancien français aussi, même si ça va faire hurler tous les collègues spécialistes de langue vernaculaire. Et sur un premier niveau, disons, il s'agit de résoudre les abréviations et de réinstaurer certaines distinctions graphiques comme UV et IJ. Et donc là encore, on peut tenter d'entraîner des réseaux de neurones à réaliser ces tâches. Et pour ce faire, on utilise notamment un outil qui s'appelle Pi, dont je vais reparler juste ensuite, qui à la base est un lemmatiseur, mais qui peut être entraîné, pourquoi pas, à réaliser cette étape de normalisation de la langue. Même si peut-être à l'avenir, on sera amené à mettre en œuvre des outils un peu plus spécifiques sur cette tâche-là, un peu plus dédiés à cette tâche que d'utiliser simplement Pi. Là encore, c'est un outil de deep learning, donc il faut disposer en amont de corpus étiquetés, donc de corpus avec forme d'origine, forme normalisée, pour pouvoir entraîner un modèle à reproduire cette tâche. Et voici un exemple des résultats qu'on a obtenus pour l'ancien français cette fois. On arrive à peu près à 98% le modèle arrive à 98% à réaliser cette tâche de normalisation. Donc 98% des mots du résultat correspondent à ce qu'on pourrait attendre en termes de normalisation. Il y a beaucoup de mots qui n'ont pas besoin d'être normalisés, donc le chiffre est un peu gonflé par ça. C'est-à-dire, si vous prenez cet exemple, très souvent, il n'y a besoin d'aucune normalisation. Et le chiffre est un chiffre global, donc à la fois pour ces mots pour lesquels les normalisations ne sont pas pertinentes, et puis les mots qui avaient besoin de recevoir une normalisation. Dernière étape de cet enrichissement, la question de la lemmatisation. Alors, lematiser, à quoi ça sert? C'est une opération fondamentale pour beaucoup d'exploitations, pour des exploitations computationnelles comme de l'analyse sémantique, de sémantique historique, de la lecture distante, aussi pour des interrogations à l'intérieur d'un corpus. C'est aussi quelque chose qui permet des enquêtes lexicologiques ou l'étude de variétés de langues. Donc c'est une opération assez fondamentale qui pose des difficultés, notamment pour les langues médiévales, plus généralement pour les langues disons, historiques et prédatant l'établissement d'un standard univoque à cause de l'abondance de variations graphiques. J'aime bien toujours reprendre cet exemple du mot cheval, qui paraît un terme relativement simple, mais qu'on peut écrire de plus de 36 manières différentes en ancien français, selon la date, le lieu, l'humeur du scribe, et ainsi de suite. Où on va passer de cheval à queval, chival, caval, chaval, chiviaus, et ainsi de suite. Donc on a une grande densité de variations graphiques avec
quelque chose qui est difficile de résoudre par un pur lexique de forme. Au contraire, on va vouloir chercher à modéliser des substitutions graphiques fréquentes comme C, CH, K, UV. On va aussi vouloir chercher à distinguer sur un niveau plus sémantique des homographes qui se rapportent à des lemmes différents. Et ça, on ne peut le faire qu'en regardant le contexte autour d'un lemme. C'est grâce au contexte qu'on sait que monter estievaus, ils montèrent sur leurs chevaux, donc c'est bien cheval, tandis que ces blonds cheviaus, probablement ce ne sont pas ces blonds chevaux, mais ces blonds cheveux. Donc on a besoin de cette représentation du contexte pour pouvoir arriver à cette étape de distinction des homographes. Et ça, c'est quelque chose que nous permettent les outils de deep learning qui, en général, se fondent sur des architectures qu'on dit séquence vers séquence, c'est-à-dire qui cherchent à représenter une séquence en entrée au niveau du caractère, donc quels sont l'entourage direct d'une lettre, au niveau du mot, quels sont les mots qui entourent le mot qu'on étudie, voire jusqu'au niveau de la phrase. Et toute cette information est utilisée ensuite pour prédire des étiquettes. Donc là encore, pour cela, on a utilisé un outil qui s'appelle Pi, qui a été développé par Enrique Mandiaracas et Mike Estemont notamment, et pour lequel on s'est livré à la production de modèles pour une série de langues. Pour l'instant, on a le latin classique, on a l'ancien français, le français d'ancien régime, en orthographe normalisée ou orthographe originale, le moyen néerlandais et le grec antique. Et on sera amené bien sûr au fur et à mesure de la disponibilité de corpus, à noter, à pouvoir ajouter des modèles à cela. Les modèles, eux, sont déjà disponibles via une API en ligne, une API web, à l'adresse tal.chart.psl.eu/decalion, où on peut soit copier-coller un texte et récupérer une lemmatisation, soit faire un appel d'API pour récupérer une réponse envoyant sous forme TSV le texte lemmatisé. C'est aussi disponible sous forme d'une API Python qui s'appelle PyExtended, qu'on peut télécharger et comment dire, intégrer à une chaîne de traitement qu'on serait en train de développer. Alors au-delà de ça, c'est tout un écosystème autour de la lemmatisation et de la post-correction qui est en cours d'établissement. Et là, je ne peux que resaluer le travail de mon collègue Thibaut Cléris qui gère ça d'une main de maître, avec donc à la fois des outils de lemmatisation, des outils de post-correction comme Pira, des modèles et des outils qui visent à gérer ou faciliter la gestion de corpus d'entraînement pour les 10 modèles. Donc, on a un peu toutes les différentes briques d'une approche d'apprentissage profond qui sont couvertes avec cet outil donc Pira que je mentionnais à l'instant, qui là aussi est librement disponible en ligne et que vous pouvez directement utiliser à l'adresse dh.chart.psl.u/pira, qui est un outil qui permet, qui donne une interface qui permet la post-correction de résultats de lemmatisation et d'annotation, donc en identifiant les cas similaires, en faisant des corrections soit au fur et à mesure de la lecture, soit par lot, en comparant les valeurs prédites à un référentiel de l'EM et l'étiquette, pour pouvoir vérifier que toutes les valeurs soient bien correctes. Donc ça permet de faire de la vérification de qualité, d'intégrité des données. Dernière étape de ce troisième point, qui est encore un peu plus expérimental pour le moment, là, la collation assistée par ordinateur. Donc là, il s'agit d'aligner computationnellement des textes, par exemple soit des textes qui contiennent des citations, des réemplois, de l'intertextualité, soit des différentes copies d'une même œuvre. Et pour ça aussi, donc des outils computationnels peuvent être utiles et notamment, ils peuvent tirer profit des normalisations dont je viens de vous parler pour faciliter cette tâche d'alignement, puisque là encore, l'abondance de la variation graphique, de la variation de segmentation des mots, de la variation d'orthographe, etc., des textes anciens peuvent être un obstacle à un alignement correct. Plus on a de variations, plus il est difficile d'aligner des séquences similaires de différents textes. On accroît la difficulté de la tâche. Donc on peut chercher à simplifier cette tâche en tirant profit des normalisations proposées précédemment pour faciliter cet alignement. Donc là, on a travaillé notamment un outil qui s'appelle Falcon avec mes collègues Lucence Ing et Elena Spadini. C'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques années, mais dont le développement se poursuit petit à petit. Il faudra
encore quelques temps pour arriver à un outil complètement fonctionnel, mais qui utilise un moteur de collation qui s'appelle Collatex et qui essaie de l'articuler avec ce travail de normalisation. Je passe sur la question de la notation automatique des variantes, mais qui elle aussi peut se faire en fonction des couches d'annotation linguistique précédentes. Pour terminer, parce que je pense qu'il ne me reste plus énormément de temps, je voudrais quand même prendre quelques minutes pour parler d'analyse computationnelle de données. Puisque c'est bien beau d'annoter, de produire des beaux corpus, il faut encore avoir quelque chose à en faire ensuite. Donc d'où ce point 4 qui me tient à cœur. Alors on peut imaginer beaucoup de types d'analyse de données qui puissent tirer profit là encore du travail d'annotation précédemment énoncé. On peut songer à de l'analyse paléographique ou scriptométrique. Par exemple, visant à construire des profils Scribo, à localiser, dater des manuscrits en fonction de leur système graphique, en fonction de l'extraction d'informations concernant les variantes de forme des lettres, par exemple, ou d'informations plus linguistiques pour ce qui a trait à la scriptométrie. On peut chercher à cartographier, comme l'a fait par exemple Hans Goebbels dans l'exemple que je reprends ici, cartographier des aires linguistiques, ou à l'inverse, à essayer de placer des textes dans une région donnée, placer des documents dans une région donnée, en fonction d'une comparaison à une base d'apprentissage, par exemple. Et là encore, on peut avoir recours à des méthodes non supervisées ou des méthodes d'intelligence artificielle pour apprendre à détecter, reconnaître le dialecte, la scripta d'un texte et à le placer dans une bonne région. On pourrait même imaginer de développer des outils qui permettent de visualiser ça sous forme cartographique. Et on peut, un des usages aussi des exploitations qu'on peut imaginer de ces textes et qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur, la stylométrie, où il s'agit d'identifier l'empreinte stylistique d'un auteur notamment, ou d'un groupe d'auteurs, à travers des propriétés textuelles qu'on va chercher à mesurer et à extraire. Donc on parle de stylométrie par référence au style, mais il s'agirait en bonne terminologie linguistique de ce qu'on appelle l'idiolecte, c'est-à-dire des propriétés uniques et individuelles de l'usage du langage. De la même manière que vous avez de la variation régionale et des variétés qui s'appellent les dialectes, vous avez des chronolectes pour la variation dans le temps, des sociolectes pour la variation sociale, vous avez l'idiolecte qui correspond à la variation individuelle. Un terme d'ailleurs qui a reçu peut-être un écho plus grand que ce qu'il connaît d'habitude grâce à une série télévisée Netflix qui s'appelle Manhunt Unabomber et qui raconte justement l'histoire de ce terroriste américain qui a été retrouvé grâce à l'étude de son idiolecte dans ses lettres de revendication d'attentat. Donc au-delà des terroristes ou des meurtriers contemporains américains, c'est quelque chose qui s'applique aussi aux auteurs médiévaux notamment et qui rejoint un véritable enjeu puisque on a pour les périodes anciennes une grande quantité de textes anonymes ou d'autorités contestées. Et c'est pourtant une de nos questions fondamentales en général en tant que philologue ou historien, de se demander qui a écrit ce document, quand est-ce qu'il a été écrit, où, est-ce un original, est-ce un faux, est-ce qu'il a été coécrit, est-ce qu'il a été trafiqué. Donc c'est quelque chose qui a une application vraiment particulière aux périodes anciennes et qui peut s'appliquer, alors là, petit clin d'œil peut-être à la communication précédente, à la fois au texte et peut-être aussi à la musique, puisque c'est un sujet sur lequel on a entrepris de travailler récemment avec des collègues philologues et musicologues, notamment Christelle Chailloux-Amadieu, autour des textes et des mélodies des trouvères et d'un manuscrit qui s'appelle le manuscrit du roi, qui est un des plus importants chansonniers, pour lequel on a essayé de réaliser une analyse stylométrique conjointe à la fois du texte, pour vérifier les attributions proposées par le manuscrit, et des mélodies, puisqu'on a finalement assez peu de certitude sur la nature autoriale ou non de ces mélodies, sur le fait qu'elles aient été composées ou non par les trouvères eux-mêmes, et finalement assez peu d'outils, en tout cas quantitatifs, pour détecter jusque-là les mélodies apocryphes ou faire de l'attribution d'autorité de mélodies. Et donc voilà, deux premiers résultats
avec une visualisation de mélodies appartenant, enfin en tout cas traditionnellement attribuées à Thibaut de Champagne en bleu, Gaz Brûlé en rouge et Gauthier de Dargy en vert, qui ont été analysées sous l'angle des bigrammes de notes, donc si vous voulez d'intervalles, des bigrammes d'intervalles. Donc on a plutôt que de regarder pardon, les notes directement, on a essayé de quantifier l'emploi des intervalles et des séquences d'intervalles dans ces mélodies, et finalement on retombe sur des groupes qui sont assez fortement des groupes correspondant aux auteurs supposés. Donc on imagine que dans l'ensemble, c'est une méthode qui va nous permettre de détecter les cas où justement les distributions de ces mélodies sont erronées ou à revoir. Alors je passe sur d'autres cas, sachant que j'ai déjà beaucoup dépassé, donc c'est quelque chose qui ne concerne pas que le Moyen-Âge, bien sûr. Je ne reviens pas sur les problématiques d'attribution des œuvres de Corneille et de Molière, mais là aussi, ce type de méthode a une pertinence, et plus récemment aussi pour l'analyse de données web. Mais je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Merci pour la riche intervention, Jean-Baptiste. J'ouvre la discussion. Si vous avez pardon, des questions ou des commentaires, merci de les signaler avec une main virtuelle. Oui, Anne-Marie. Je me dévoue. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. C'était absolument passionnant. Je trouve que l'idée de la critique d'attribution sur la musique, là, les notations musicales, c'est très excitant. Mais j'avais une question qui est une question complètement à côté. Enfin, ou peut-être pas. Dans le cluster 7, il y a tout un truc autour du standard DTS. Et j'aimerais bien savoir un peu plus, et j'aimerais savoir comment ça joue avec ce que tu nous as présenté. Très bien, oui, donc alors DTS, là on est sur des questions de standards pour désigner des portions de texte. Je pense que mon collègue Thibaut serait mieux passé que moi pour en parler, mais il s'agit plutôt d'avoir un moyen, de manière pérenne et stable, de désigner des portions de corpus textuel et d'y avoir accès, et de pouvoir réaliser des requêtes de type de requêtes d'API pour récupérer ces portions de texte. Donc c'est plutôt l'équivalent pour le texte de ce que IIIF peut être pour les images. Donc c'est fondamental au sens où c'est nécessaire au traitement ultérieur pour pouvoir aller moissonner, accéder à des collections de textes et en extraire les contenus pour ensuite les soumettre éventuellement à ces enrichissements, à ces traitements dont je viens de parler. Merci beaucoup. Et j'avais une autre question, mais j'ai honte de la poser, hein, mais bon. Boudam, comment ça fait en fait pour distinguer les mots, les séparer correctement? En fait, ça s'appuie sur des dictionnaires géants. Il y a de l'alématisation avant. Comment ça marche? Non, au contraire, justement, c'est un outil de type deep learning qui, en gros, on lui fait manger un maximum de textes segmentés correctement, et il apprend à segmenter de cette manière-là. Donc d'où le fait que ce soit plus efficace pour le latin, c'est parce qu'on a pu lui faire manger toute la patrologie latine et qu'il a vu des millions et des millions et des millions et des millions de mots. Et donc, au-delà d'une approche par lexique, c'est plutôt une approche, on dit séquence vers séquence. Donc, il apprend à transformer une séquence de caractères en entrée en une séquence de caractères en sortie via les calculs et pondérations de toutes les petites strates du réseau de neurones, pour le dire de manière un petit peu vulgarisée. Oui, Thibaut, je te vois sauter, sauter derrière ton siège. Est-ce que tu voulais peut-être réagir? On t'entend pas, par contre. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Je suis désolé. Hein. Juste, c'est pas un système séquence par séquence, Jean-Baptiste. Mais effectivement, il encode la séquence d'origine et ensuite il caractérise en fait chacun des caractères qui va le trouver. Séquence de classification en sortie, oui. Et donc, il va décider si un caractère est une fin de mot, un espace surnuméraire ou un espace qui doit être conservé, par exemple. Voilà. On a aussi une question de Manuel pour Jean-Baptiste.
Oui, vous m'entendez? Oui, merci pour la présentation très excitante. On parle souvent dans la presse des algorithmes qui deviennent des boîtes noires, de l'intelligence artificielle qui fait que même les concepteurs ne maîtrisent plus du tout ce qui se passe dans les couches profondes du deep learning. Comment vous abordez ces questions? Alors, je pense que pour ça, il y a peut-être deux types de tâches à distinguer. C'est-à-dire qu'il y a des tâches pour lesquelles il est absolument vital de savoir ce qui est en train de se passer à l'intérieur du réseau de neurones. Si je cherche à révisiter l'attribution d'un texte, j'ai envie de savoir ce qui se passe à toutes les étapes de mon calcul pour pouvoir le démonter, le justifier, comprendre d'éventuels biais. Si ma tâche, c'est transcrire automatiquement ou annoter automatiquement, fournir un lemme, insérer une espace, etc., qui sont des tâches finalement, on va dire, euh, très concrètes, qui n'ont pas de portée d'analyse en elle-même. Finalement, ce qui se passe, je ne sais pas si ça va peut-être choquer certains, mais ce qui se passe à l'intérieur de la zone de neurones, peu importe, du moment que le résultat en sortie est satisfaisant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément des moyens de visualiser les représentations sous-jacentes aux prédictions de réseaux de neurones. Il y a des manières de chercher à visualiser justement comment dire, la manière dont le tel lématiseur va envisager l'espace des vecteurs de mots, parce que chaque mot va être doté d'une pondération à l'intérieur du réseau de neurones, donc on peut essayer de visualiser ces pondérations en faisant des analyses factorielles ou autres pour voir comment essayer d'accéder à la manière dont le réseau de neurones perçoit le sens des mots. Et puis, bon, c'est aussi un champ de recherche actuel un peu dynamique, que c'est ce champ de l'explicabilité des modèles de deep learning. Il y a des choses qui se font là-dessus, qu'on n'a pas encore spécialement, nous, investigué, mais qui permettent de retrouver dans le texte d'origine les éléments qui ont déclenché telle ou telle catégorisation en sortie du document. Donc, où on peut revoir les zones chaudes du document d'origine qui ont déclenché telle ou telle catégorisation. Donc ça, c'est un domaine qui est intéressant, dont je peux voir des applications pour des tâches plus analytiques, comme de la sténométrie, par exemple. Merci. On a des commentaires dans le chat, mais on a aussi une main levée de Dominique Sussman. Bonjour Jean-Baptiste, je te donne un mail, mais c'est autre chose. Je voulais faire un lien avec ce que je disais hier et savoir comment tu pensais dans votre cluster, enfin comment tracer la ligne de partage des eaux ou comment travailler en commun sur un point que tu as peu évoqué, qui est le liage d'entités, entity linking, qui revient finalement au même que la lématisation, mais qui porte sur un domaine extérieur qui est la reconnaissance et l'identification proprement dite des noms de personnes et de lieux, enfin dans mon cas. Est-ce que c'est quelque chose sur quoi tu travailles aussi en ce moment et qui m'aurait échappé Alors, pas moi direct, enfin, de manière très indirecte, c'est-à-dire au sein de l'école, c'est plutôt Vincent Jolivet qui travaille sur ce sujet-là ces derniers temps. On avait commencé à initier quelque chose autour du corpus des cartulaires d'Île-de-France, où on a fait préparer, on a de la donnée qui a fini d'être un peu préparée de ce côté-là. C'est plus ou moins prévu qu'on essaye de jeter un œil du côté des outils, là encore, des outils de deep learning, voir ce qu'on peut essayer d'entraîner sur ces sujets-là, notamment pour le latin médiéval. Mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé moi personnellement pour le moment. Donc c'est encore un peu un champ en friche, même si ça fait partie clairement des exploitations vraiment cruciales de ces corpus de texte, et pour lesquels on peut imaginer que la lématisation et notamment l'étiquetage morphosyntaxique pourra aider. Je suis désolé, j'ai dû rater la première partie de ta communication, mais qu'est-ce que de vos productions absolument fascinantes
est utilisable par d'autres sur d'autres langues. Par exemple, si on vient avec un BERT qui est entraîné sur le grec ou ce qui est entraîné, je sais pas, sur l'ougaritique, qu'est-ce qu'on peut prendre de vos outils ou de vos différents produits, insérer notre BERT et lancer un entraînement en dessus, quelque chose comme ça, et avoir un résultat comparable. Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend. Ça dépend de la langue en question et ça dépend de ce que vous avez à disposition pour telle ou telle langue. C'est-à-dire, par exemple, tu prenais l'exemple de BERT. Alors, nous, on n'a pas d'outils qui utilisent directement, enfin, on a fait des expérimentations en utilisant des BERT, mais BERT seul ne suffirait pas à permettre d'adapter tel ou tel de nos outils. Donc, il y a un peu trois strates. Il y a les langues qu'on couvre déjà. Bon, là, la réponse est évidente, notamment pour les modèles de lématisation. Il y a une série de langues qui sont déjà couvertes. Il y a les langues qui ne sont pas encore couvertes, mais qui seraient faciles à couvrir. Par exemple, si je pense à d'autres langues romanes médiévales, mettons l'italien médiéval, bon, tout ce que j'aurais besoin, c'est d'un corpus de texte italien, enfin tout, c'est d'un corpus de texte italien à noter. Je le fais manger à Apai et j'aurai un modèle plus ou moins efficace selon la quantité de données de lématisation en sortie. J'ai pas trop d'hésitation là-dessus, ça pourrait fonctionner. Ce serait assez facile d'entraîner un modèle du moment qu'on a la donnée. Pour d'autres langues, notamment des langues non latines, on devrait, enfin, faut tester. Je pense que je sais pas, on n'a pas vraiment le recul encore, à ma connaissance, sur des entraînements pour ces langues-là, ni sur les résultats qu'on pourrait avoir. Il y a probablement des points où les outils devraient être un petit peu adaptés, notamment en termes de, je pense, puisque je pense tout naturellement aux langues écrites de droite à gauche, vu que derrière ta question, ça peut être un des aspects. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner très concrètement si on met ça dans Pira, par exemple. Donc il y a des choses qui sont out of the box. Ça marche très bien. D'accord, tu as testé. Ok. Moi, je pense que c'est ça je pense que grosso modo, il faut tester. Plus on aura, quand on a les demandes d'entraîner des modèles ou de regarder l'application de tel outil à telle langue, on le fait. Et donc, c'est en fait en avançant qu'on réalise s'il y a des choses à adapter par-ci par-là ou si c'est directement fonctionnel. Et David, à vous la parole. Oui, merci pour la présentation passionnante. Juste pour le clin d'œil à la musique, merci. J'ai pas eu le temps de commenter, mais on a dans les cartons un dossier qui n'a pas été financé de fouille de données avec l'espoir d'avoir de l'IA, qui était sur la mesure de similarité, effectivement, en musique, qui est une question absolument centrale et sur laquelle il y a beaucoup de potentiel. Et on avait un corpus qui servait de vérité de terrain parce que c'est des œuvres qui sont conçues comme des transformations d'autres œuvres. Et ça, on a un gros corpus et ça, on voulait tout à fait travailler là-dessus. Donc, on est très partant pour essayer de voir ce qui est faisable, justement avec tous ces outils Music 1021, les outils développés au MIT là, et toutes ces histoires de Ngrams qui effectivement donnent des bons résultats. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé le stade de l'intelligence artificielle. Donc, on n'a pas encore lancé des modèles, mais ce serait volontiers qu'on se lance dans l'aventure. Très volontiers aussi pour collaborer, expérimenter là-dessus. Je pense que c'est un champ qui est justement qui s'ouvre là maintenant, où il y a plein de choses à faire, notamment pour les musiques anciennes. Voilà, donc probablement les outils sont un peu moins mûrs que ce que ça peut être, notamment en termes de stylométrie, je pense spécifiquement que pour le texte, évidemment. Mais il y a des choses qui pourront être réutilisées, des choses qui mériteront d'être un peu transposées. Mais je pense qu'on peut, enfin, je suis assez enthousiaste vis-à-vis des possibilités qu'on pourrait avoir de ce côté-là. Et je pense qu'on a juste le temps de prendre une dernière question de Thibaut, Clarisse, avant de passer à la pause. Oui, alors c'était pas forcément pour poser une question, mais c'était pour une réaction à une question d'hier, qui était une question d'Anne-Marie Turcan, si je ne me trompe pas. Il y avait une question sur est-ce qu'il va être possible, par intelligence artificielle, de découvrir
des procédés rhétoriques, des classifications de genre. C'était une question, je crois, pendant le cluster adressée à Dominique Schussmann de mémoire. Alors, pour les questions de genre, les travaux de stylométrie, notamment de Jean-Baptiste, ont prouvé que c'était largement possible. Pour les questions de procédés rhétoriques, mon travail de thèse qui a été achevé très récemment est exactement sur cette question, en tout cas plutôt du côté de la stylistique, avec la découverte d'isotopie automatique, c'est-à-dire de thème, pour simplifier, du thème de la sexualité, que ce soit implicite ou explicite. Et donc, il est possible, la seule différence avec les procédés peut-être de stylométrie, c'est que a priori, les meilleures approches pour cela, ce sont des approches qu'on appelle supervisées, c'est-à-dire qu'il faut créer des corpus d'entraînement et dire bon ça c'est un développement de tel type, c'est une thématique de tel type, et en fait apprendre à la machine à reconnaître ces développements ou ces thématiques. Mais c'est tout à fait possible, et dans des scores raisonnablement élevés avec assez peu de données. Moi, c'est avec je crois quelque chose comme 2000 exemples, ce qui est assez faible en fait pour de l'apprentissage profond. Voilà. Pour réagir sur le supervisé et le genre, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire côté stylométrie ou analyse des genres textuels. D'ailleurs, on s'est amusé récemment avec un collègue, Pierre-Carl Langlais, pour pas le nommer, à faire des modèles anachroniques. C'est-à-dire, par exemple, à entraîner un modèle à reconnaître les romans d'heroic fantasy dans un corpus du XXe siècle, et puis de l'appliquer au texte du XIXe, du XVIIe siècle, du XVIe siècle, pour voir qu'est-ce qui serait de l'heroic fantasy d'après un modèle contemporain dans la littérature du XIXe siècle, ou faire l'inverse, qu'est-ce qui dans la littérature du XIXe siècle est une chanson de geste. Donc ça peut être intéressant de faire synchroniquement pour étudier les genres. Ça peut être aussi intéressant de le faire en diachronie, déjà parce que c'est amusant, mais aussi pour repérer des éventuelles évolutions des genres littéraires sur le temps assez long, les métamorphoses de la chanson de geste au roman de chevalerie, à la littérature populaire, au roman historique, à la fantaisie, etc.